Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi. Comment trouver sa place dans l'existence ? Quelle est celle qu'on nous assigne et celle qui nous convient ? 3 ans après le succès de son essai Rupture, la philosophe Claire Marin explore à nouveau la double dimension intime et collective de notre être au monde. On la retrouvera à partir de 12h55 autour de la grande table des idées aujourd'hui. Mais d'abord, Patrice Lecomte adapte un roman, le roman Maigret et la jeune morte de Georges Simenon au cinéma. Un monument de la littérature policière avec un monstre du cinéma, Gérard Depardieu, par le réalisateur qu'on aime tant, des bronzés, de Ridicule, du mari de la coiffeuse, de la fille sur le pont ou encore de Monsieur Hir. Ça donne Lecomte Simenon Depardieu. Pas mal, non ? Patrice Lecomte est notre invité. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Maigret, une longue absence. Le célèbre commissaire fait son retour sur grand écran après 60 ans et cherche cette fois à comprendre les causes de la mort d'une jeune fille retrouvée sur le bitume parisien en robe blanche maculée de sang. Une jeune femme difficile à identifier, sans attache, sans famille, sans amis. Personne ne semble la connaître. Avec la voix d'Hervé Pierre et celle de Gérard Depardieu, bande-annonce de Maigret, coécrit avec Jérôme Tonnerre par Patrice Lecomte. La victime non identifiée, le sexe féminin. On relève 5 plaies par arme blanche. Les coups ont été donnés de manière désordonnée à bout portant. Qui est chargé de l'enquête ? Maigret, brigade criminelle 36 quai des Orfèvres. Quelqu'un a voulu faire disparaître cette jeune fille inconnue. Mais elle a forcément laissé des traces, là, quelque part. Comment vous faites pour qu'ils parlent, vos suspects ? Rien. Je les écoute. Mon devoir est de chercher ce qu'on appelle la vérité. Ça vous intéresse vraiment que je vous raconte ma vie ? Ça m'aide un peu à comprendre, une fille comme toi. Elle s'appelait Louise. Pourquoi avez-vous dit elle s'appelait ? J'ai entendu une auto s'arrêter. Concentre-toi sur les chauffeurs de taxi, surtout ceux qui font la nuit. C'est pour la fille morte que vous faites tout ça. Il faut se protéger, ne pas être insensible. Quand on perd son enfant, on perd tout. Il n'y a plus rien. Vous savez ? Je sais, monsieur Kaplan. À la longue, c'est obligé, tu te forges une carapace. Puis un jour, au détour d'une affaire banale, t'es touché par un détail. Alors, toutes tes certitudes s'effondrent d'un coup. Bonjour Patrice Lecomte. Bonjour Olivia. Maigret renoue avec les écrans. Et nous, on vous retrouve après une trop longue absence aussi. Qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années ? J'ai fait des trucs qui n'ont pas marché. C'est pas que je ne voulais plus tourner, c'est que je n'ai pas pu tourner. Maigret, c'est mon 30e film, et oui déjà. Et il y en a 30 que je n'ai pas fait. C'est-à-dire qu'il y a autant de projets réalisés que de projets qui tombent à l'eau. Mais généralement, c'est un seul à la fois. Et là, depuis 6 ans, vous vous rendez compte, 6 ans. Il y en a eu 4 de suite qui sont tombés à l'eau. Je ne dis pas ça avec amertume ou j'en veux à personne, ni à moi-même, ni à personne. Les choses se font ou se font pas. Mais là, 4 de suite, c'est beaucoup d'énergie dépensée. Parce que c'était des trucs dans lesquels je croyais follement, évidemment. Je ne plonge pas dans un nouveau projet sans y croire. Mais quand on doit ranger les jouets et penser à autre chose, parfois on passe 48 heures sur son canapé à fumer des clopes en regardant le plafond, et puis on y retourne. Et puis un jour, on fait Maigret. Les vertus de l'échec, il y en a ? Je trouve qu'il y a plus de vertus dans le succès. Parce que le succès, si on n'y prend pas garde, peut rendre arrogant, détestable, odieux. On roule des mécaniques boulevard du Montparnasse ou ailleurs, c'est pas bon. Et moi, le succès, enfin j'espère en tout cas, ne me rend pas arrogant, parce que je sais à quel point c'est fragile. Mais ça donne des petites ailes qui parfument la vie, qui donnent confiance en soi. Alors que l'échec vous fait vous poser des questions très encombrantes. Est-ce que je ne suis pas devenu trop vieux? Place aux jeunes. Est-ce que j'ai plus d'idées? Est-ce que je proposais comme projet? Pourquoi ça intéresse personne? Enfin, les financiers en tout cas. Donc
On connaît davantage l'insomnie avec les échecs qu'avec les succès. Ça, c'est sûr. Mais vous êtes là. Alors, comment, justement, naissent les idées? Comment ce film est venu à vous? Est-ce que c'est vous qui êtes venu à lui? Est-ce qu'à un moment, vous qui êtes un grand lecteur de Simenon, vous l'avez dit, vous l'avez raconté, vous avez tiré ce livre de votre bibliothèque, ce Maigret et la jeune morte. Est-ce que vous l'avez sorti de votre bibliothèque et vous avez dit ça ferait un bon film? J'ai pas fait ce choix à l'aveugle. Je me suis pas mis un bandeau sur les yeux en allant parmi tous les Simenons en disant bon allez quelle est Maigret la jeune morte. Il est pas trop long. Oh, ça va. Ah bah non, Simenon, c'est jamais long, ça ne dépasse jamais 200 pages. Non, c'est avec Jérôme Tonnerre, avec qui j'ai écrit cette adaptation. On a eu, lui aime Simenon autant que moi, et au-delà de Simenon, on s'est dit, tiens, si on lisait quelques Maigret. Parce que pour mon compte, en tout cas, ça faisait une éternité que je n'avais pas lu de Maigret. Je savais, il était toujours là quelque part, Maigret, mais pas que grâce à la télé, mais grâce à mes lectures. Mais je n'avais pas relu de Maigret depuis très très longtemps. Et on s'est partagé le travail avec Jérôme Tonnerre, et c'est lui qui est tombé sur Maigret la jeune morte, donc il ne l'a pas sorti au hasard de son chapeau. Et il m'a dit, je crois que ce Maigret-là, c'est le nôtre. Mais quand est-ce qu'un bon roman fait éventuellement un bon film? Est-ce que ce Maigret-là particulièrement avait, à vos yeux et à ceux de Jérôme Tonnerre, votre partenaire, une écriture particulièrement visuelle, cinématographique? Oui, alors c'est pas tant l'écriture particulière, parce que l'écriture de Simenon est tout le temps magnifique. Vraiment, cette économie des mots, ce style, ces phrases courtes qui expriment tellement de choses, savoir s'en tenir à l'essentiel. Enfin, moi, ça me fait... J'essaye de tendre vers ça quand je fais mes films, et lui, il a pris quelques longueurs d'avance. Mais donc, c'est pas comment c'est écrit qui nous a plu. C'est qu'est-ce que ça raconte. Parce que c'est vrai qu'une jeune fille qui n'a même pas 18 ans, qui est retrouvée poignardée square des Batignolles, et dont personne ne sait qui elle était, comment elle s'appelait, comment elle s'appelle, d'où elle venait, qu'est-ce qu'elle faisait dans une robe du soir, où est-ce qu'elle allait. Enfin, tout ça est tellement mystérieux et émouvant et bouleversant, parce que c'est dégueulasse, la mort. C'est tout le temps moche de mourir, mais surtout à 18 ans, quand on n'a rien fait pour ça. Et donc, c'est ça qui nous a plu. C'est que, sur un plan purement émotionnel, évidemment, c'est que Maigret cherche à savoir qui était cette fille, davantage que de savoir qui l'a tuée. Et d'une certaine manière, et ça recoupe... une autre de nos passions, à Jérôme Tonnerre et à moi, il y a quelque chose d'assez Modiano là-dedans. Modiano, en partant il cherche à retrouver de Rabrudère ou que sais-je, il va dans des rues, peut-être on l'a connu, peut-être pas. Et Simenon et Modiano, même si ça semble extravagant, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs. Et puis c'est Paris, un certain Paris, une certaine époque aussi, avec une esthétique très sombre pour ce Maigret, un Paris crépusculaire, un monde en déclin, des jeunes filles venues ici aussi à la capitale pour trouver un travail, se trouvant embarquées dans des milieux pas très fréquentables, une bourgeoisie un peu fin de race, si on peut le dire comme ça, sur cette famille qu'on retrouve à l'écran dans ce Maigret, cette période dans la vie de Maigret, elle vous a intéressé aussi, et cette période dans la vie de la ville de Maigret. Oui, parce que le commissaire Maigret, au début du film, il est pris à un moment où il n'a plus trop le goût à rien. Il y a une forme de grosse lassitude, un bon vieux coup de pompe, quoi. Et en plus, son médecin lui dit qu'il faudrait mieux arrêter le tabac. Alors, Maigret a plus d'appétit. Il est revenu de beaucoup de choses, et en plus, il ne pourra plus fumer la pipe. Et puis, il y a donc cette jeune fille trouvée poignardée square des Batignolles qui, d'un seul coup, redonne de l'intérêt pour son métier. Parce que cette fille aurait pu être sa fille. Enfin, il y a un rapport paternel. C'est bizarre d'avoir un rapport paternel vis-à-vis d'une morte, mais enfin, il y a de ça. Et c'est après ça que court Maigret, savoir qui était cette fille et pourquoi elle est morte. Et c'est là où il y a un talent fou, quoi. Mais moi, c'est ça qui m'a bouleversé. C'est d'avoir un homme un peu au bout du rouleau, qui d'un seul coup reprend goût à la vie grâce à une jeune morte.
Et vous évoquiez le fait de fumer ou pas, hein, cet inspecteur, ce commissaire à la pipe qui est Maigret et qui a arrêté de fumer et qui parle ici dans votre film, Patrice Lecomte, comme un Magritte. Hein. Ceci n'est pas une pipe, dit-il. La trahison des images, ne pas se fier aux apparences. Notre Maigret, il n'a pas perdu ses intuitions quand même. Hein. Non. Le commissaire Magritte est toujours, toujours ses intuitions. Ben, bien sûr, mais c'est pas les intuitions, et ça c'est dans toute la littérature de Simenon, hein, dans tous les Maigret, les intuitions ne sont pas des intuitions de type qui arrive en disant je sais, je vais débrouiller l'affaire en deux coups les gros. Non, c'est pas ça. Ça c'est Sherlock Holmes, c'est Hercule Poirot, c'est peut-être Derrick, je sais pas, j'ai jamais regardé. Mais en tout cas, Maigret, et c'est là où il est vraiment attachant, comme Maigret, c'est un type qui aborde les choses en disant je ne sais pas. J'adore ça, c'est-à-dire j'attends de voir. Il est un peu comme une éponge, quoi. Il est poreux, il attend. Et puis, il le dit à un moment, parfois, au détour d'une enquête, d'une rue, je sais pas quoi, il a été frappé par un détail, presque rien, un bout de fil qui dépasse, et puis on commence à détricoter l'affaire. Et c'est là où il est fort, Maigret. C'est là où il me touche, c'est qu'il est, enfin, toute proportion gardée, pardon, comme vous et moi, c'est-à-dire que c'est pas un cador, c'est juste un type qui sait observer les gens. Et vous, justement, Patrice Lecomte, après plus de 30 longs métrages, il vous arrive encore souvent de dire ou de vous dire « je ne sais pas ». Tout le temps. Ah, mais tout le temps. Et en plus, c'est même pire que ça. Je ne suis pas maso, hein, loin de là, mais j'adore faire des trucs que je ne suis pas sûr de savoir faire. Parce que ça, alors, côté motivation, c'est numéro 1, au top 50 de la motivation. Vraiment, parce que quand on aborde quelque chose, quoi que ce soit, un film ou ce que vous voudrez, en disant « pas de problème, les gars, ça je maîtrise », et ben, c'est là que vous prenez les pieds dans le tapis et que vous vous pétez la figure. En revanche, faire des choses qu'on n'est pas trop sûr de savoir faire, c'est très motivant parce que ça vous oblige à être sur une espèce de qui-vive qui est pas fébrile, c'est pas ça, mais d'être attentif et de pas faire tout et n'importe quoi. J'adore ça. Maigret, il naît en 1929, ce commissaire de police sous la plume de Simenon. 75 livres lui sont consacrés et c'est joli. L'auteur Simenon avait l'habitude de dire qu'il écrivait ses Maigret pour se détendre entre deux romans un peu trop durs, un peu trop costauds. Il se remettait à suivre les aventures de son commissaire. Ça s'entend. Écoutez-le décrire maintenant son personnage. C'est très visuel, c'est très cinématographique, cinégénique aussi. Maigret prenant de plus en plus d'importance, les réactions qu'il a devant un rayon de soleil, devant un verre de bière, devant un quai de Seine, devant un reflet sur un mur, ont pris plus d'importance que dans le début. Mais dans le début, cette poésie se traduisait par son comportement avec son poil, par exemple, n'est-ce pas, tisonnant le poil d'une certaine façon, dans sa façon de mettre son gros par-dessus à col de velours. Ça a encore été une question, la question vestimentaire. Lorsque j'ai créé Maigret, en 1928, donc, il était tout à fait normal, un fonctionnaire de son genre, un homme assez bourgeois et assez tout de même traditionnaliste, d'avoir un par-dessus à col de velours et un chapeau melon. Mais il était impossible en 1945 de lui mettre encore un chapeau melon et un par-dessus à col de velours. Ça a été obligatoirement une différence alors que je lui ai gardé le même âge. En réalité, tous les Maigret ont de 40 à 50 ans, sauf quelques nouvelles, je pense, que j'avais faites avec Maigret à la retraite. À un moment donné, j'étais tellement sûr que je ne reprendrais pas Maigret que quand vous l'avez tué, presque. Non, je ne l'ai pas tué, mais je l'ai mis à la retraite dans sa maison de la Loire, n'est-ce pas, dans son jardin, et je lui ai fait faire quelques enquêtes. Donc là, il devrait avoir théoriquement dans les 60 ans. Mais le Maigret normal, celui d'à peu près tous mes romans, est d'entre 45 à 50 ans. Et maintenant, j'ai fini par atteindre son âge, justement. Au fond, maintenant, Maigret a à peu près le même âge que moi. Vous l'avez rejoint. C'est ça. Georges Simenon, en 55, vous connaissiez cette archive ? Des archives Simenon, j'en ai écouté plusieurs. Celle-là, je ne la connaissais pas. Et j'adore parce qu'il raconte effectivement ce personnage dont personne ne s'étonne qu'il ne vieillisse pas. C'est-à-dire que Maigret est né vieux, il mourra vieux. Et c'est ce qu'il rapproche de Tintin. Belgitude quand tu nous tiens, parce que Tintin n'a pas changé d'âge. Et j'adore cette idée que les héros sont éternels. Mais Arsène Lupin non plus n'a pas bougé. Enfin, des tas de héros qu'on a pu aimer ou adorer ne vieillissent pas. Tintin que vous avez eu envie d'adapter aussi. Nous adorerions nous-mêmes être des héros de Simenon pour ne pas vieillir. Comme Tintin que vous avez voulu adapter aussi. Ah oui, c'était un rêve...
Les bijoux de la Castafiore, je le voyais bien ce film, mais c'est mal barré. Qui aurait joué la Castafiore? La Castafiore non, je peux pas. Non, parce que non, mais le casting était vraiment. Ah oui, il était bouclé. Oui, en grande partie, enfin pour les rôles principaux, pas pour Tintin. Je voulais que Tintin soit le seul inconnu. J'aurais rencontré 1500 Tintins et j'en ai choisi un. Et la Castafiore, vous direz pas? À Castafiore, je savais qui c'était. Haddock, je savais qui c'était. Non, je savais plein de castings. Mais comme le film se fait pas, ça sert à rien de se retourner un vieux couteau dans une vieille plaie. Non, c'est vrai. Patrice Lecomte, il a Maigret, du coup, votre âge à peu près à ce moment-là. Hein. Ce sont deux hommes mûrs qui se rencontrent. Le commissaire et les cinéastes à travers ce film que vous venez de réaliser et qui sort en salle mercredi. C'était qui avant Depardieu? Et on va en venir à votre Maigret, à vous, votre Maigret de télé ou de cinéma. Est-ce que c'était, alors évidemment, oui. On a beaucoup parlé de Jean Gabin. Alors oui, mais on peut continuer à en parler parce que c'est un comédien formidable et je le trouve d'autant plus formidable, Gabin, qu'au début, quand j'étais trop jeune pour apprécier son talent, je trouvais qu'il en faisait 3000 tonnes, il m'énervait, alors que c'est un acteur d'une modernité avant l'heure phénoménale et que c'est vraiment un acteur génial, quoi, Gabin. Et Gabin n'était pas le plus mauvais Maigret, loin de là. C'était un Maigret extraordinaire, de vérité. Et à la télévision, je n'étais pas un grand fan de Jean Richard, mais je trouvais que Bruno Kremer était très crédible en Maigret. Vraiment la stature, le poids, les silences, le fait de parler dans sa barbe ou plutôt dans sa pipe, c'était un très bon Maigret. Depardieu, c'est simple de le faire entrer dans le cadre? Oui, c'est très facile, parce que moi je fais mes films en scope, donc il y a la place. Et c'est vous qui êtes au cadre Oui. dans vos films. Mais Depardieu, Gérard Depardieu, c'est curieux parce que on s'était jamais rencontrés, on n'a jamais fait de film ensemble avant celui-là, et on s'était jamais rencontrés, on s'était croisés à peine, quoi. Mais maintenant, je le connais bien et je l'adore encore plus. C'est-à-dire que, vous savez, c'est très curieux parce que quand vous aimez les gens que vous ne connaissez pas, parce que vous les voyez dans un film ou parce que vous lisez leurs livres, mais vous les connaissez pas physiquement. Parfois, quand vous faites leur rencontre, quand vous avez la chance de faire la rencontre de gens que vous avez aimés, dont vous avez aimé le travail, parfois vous êtes déçu, vous tombez de haut, vous dites « Oh merde, j'aurais mieux fait de ne jamais le connaître ». Mais Depardieu, non. Qu'est-ce qu'il a en commun avec ce personnage? Qu'est-ce qu'il a en commun, Gérard Depardieu, l'homme ou le comédien, avec son personnage de Maigret? Ce qu'il a à coup sûr en commun, de toute évidence, c'est la manière, le goût qu'il a pour regarder le monde qui l'entoure, les gens qui l'entourent. Depardieu, sur un tournage, il est inouï. Il dit pas grand-chose. Parfois, il fait du bruit, mais c'est du bruit très amusant, souvent. Mais il regarde beaucoup, énormément. Et rien ne lui échappe. C'est-à-dire que ce n'est pas des yeux qu'il a, c'est des lasers. Vraiment, même si au fin fond du studio, il y a quelqu'un qui se prend le chou avec je ne sais pas quoi, il dit « Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Pourquoi tu t'es engueulé ?» Enfin, il voit tout. Il entend tout, mais surtout, il voit tout. Et il adore regarder. Et puis il y a cette stature, et puis il y a peut-être un goût certain et commun pour la blanquette de veau, et puis il y a des fêlures qu'on ressent chez les deux personnages et qui sont très présentes dans cet épisode de Maigret que vous avez choisi d'adapter avec cette histoire, Maigret et la jeune morte. Il y a des fêlures, des cabossages, ces personnages qui sont un peu fissurés, quoi, mais qui tiennent bon quand même. Comment on dirige un acteur comme lui? Pardon? Comment on dirige Non, on ne dirige pas. On dirige pas, mais parce qu'on dirige... Enfin, les réalisateurs, les metteurs en scène qui se prétendent directeurs d'acteurs, c'est vraiment c'est bidon. Non, les acteurs ne sont pas des marionnettes. Et surtout quand il s'agit d'un acteur comme Depardieu. Diriger, c'est un gros mot pour vous? Pardon? C'est un peu un gros mot pour vous, la direction d'acteur? Diriger, oui. Oui, je trouve, oui, parce qu'on a l'impression d'avoir une voiture téléguidée, puis qu'on va pouvoir lui faire ce qu'on veut. Mais non, pas du tout. Non, les acteurs, enfin, ils font ce qu'on veut, ils finissent par faire ce qu'on veut, mais pas. Enfin, c'est des personnes intelligentes, des acteurs qui ont un raisonnement, une attitude par rapport mais surtout une intuition du jeu. Et j'ai rarement vu, c'est pas le seul bien sûr, mais j'ai rarement vu Depardieu, un acteur avoir à ce point l'intuition de la scène, du jeu, de la justesse, du temps, des silences, des regards, des trucs. Filmer cet acteur-là, c'est un truc... mais vous imaginez pas les émotions que ça procure. Parce que sur chaque rareté de jeu,
Oui, chaque rareté de jeu, il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est que quand on dit moteur, vas-y Gérard, ça n'est jamais anodin. Il se passe tout, même dans les silences, il se passe des trucs. Et lui, Gérard Depardieu, qu'est-ce qu'il vous trouve? À vous, Patrice Lecomte, Henri Leblanc l'a rencontré. Il sait ce qu'il fait. La plupart du temps, les gens qui font un film passent leur temps à suivre un producteur qui essaie de trouver de l'argent. Et l'argent, ça vient ou de Major Compagnie ou des télévisions. Or, ils ont des quotas, et puis ils ne savent pas lire. Ils manquent de culture, beaucoup. Sur Maigret et Simon, ça a été long. On a mis du temps à le tourner. Mais Patrice Lecomte, ce qu'il y a de extraordinaire, et puis c'est il engage des gens, d'abord que j'avais connus, des gens comme Yvan Gélo, qui sont des artistes, et aussi des compagnons, de même que son équipe, électro, machino, ingénieur du son, et Patrice, cadre, et puis il a travaillé avec Jérôme Tonnerre là-dessus, puis il connaît Maigret, il connaissait Simon, et puis il a un style particulier, il fait des films d'1h25, 28 maximum, mais il y a une densité, et puis il y a un choix des cadres où il n'y a rien besoin de jouer. Et ça, c'est quand même très beau. Puis avec Simon derrière, qui est un peu un espèce de Balzac aussi, eh bien, on a le quotidien de cette époque, et puis c'est très bien. Et Patrice est capable de ça. Il est capable de tout, Patrice, à entendre Gérard Depardieu dans cet entretien qu'il a accordé à Henri Leblanc. Il évoque votre chef-op sur Maigret, Yvan Gélo, avec qui Depardieu a tourné Le Colonel Chabert en 94 de mémoire. À ce moment-là, Angelo était réalisateur pour ce film-là. C'est une vraie petite famille, le cinéma français. C'est même étonnant, comme vous l'évoquez, que vous ne soyez pas croisés tous les deux, Gérard Depardieu et vous, avant. Mais là, il y a des retrouvailles qui se font. Vous avez vécu, vous, traversé ces années comme réalisateur, comme scénariste aussi, avec ce sentiment d'appartenir à une famille singulière qui est celle du cinéma français. Le cinéma français est une famille assez singulière parce que c'est une famille... ça ressemble plus à une famille recomposée qu'autre chose, quoi. C'est une famille qui tourne assez rond. Encore que, mais je ne crois pas du tout à la grande famille du cinéma français. Je crois à des petites familles, des réseaux amicaux, des réseaux d'amitié, d'admiration, d'affection, appelez ça comme vous voudrez. Ça existe, bien sûr, mais la grande famille du cinéma, je ne trouve pas qu'elle soit cacophonique ou bancale, c'est pas ce que je dis, mais je crois qu'elle est plus virtuelle que humaine et physique. Et vous l'avez évoqué, c'est une famille qui est aussi sacrément en train de s'agrandir, vous le dites. Beaucoup de premiers films, beaucoup de jeunes réalisateurs. D'un côté, vous applaudissez cette relève, vous l'accueillez, et en même temps, de l'autre, cette multitude, elle semble un peu vous inquiéter. Il y aura forcément de la casse. C'est-à-dire que, juste en quelques mots, très rapidement, je vous promets, je ne vais pas vous abasourdir de chiffres, mais il se trouve que en France, on produit environ 220, 240 films chaque année. Mais prenons un chiffre divisible par 3, ce sera plus facile. Et il se trouve que c'est pas une loi du centre du cinéma, c'est comme ça. 1/3 des films produits chaque année sont des premiers films. Donc, imaginons 210 films, par exemple, ou c'est plutôt 240. Donc, 240 films produits, il y a donc 80, 3 fois 2, c'est ça. Il y a donc 80 réalisateurs qui font leur premier film. Il y a donc 80 nouveaux réalisateurs sur le marché, pardon pour l'expression. Donc l'année suivante, ils seront 160, puis etc. Et c'est un système qui ne peut pas marcher parce qu'il y a des gens qui vont faire leur premier film, qui feront jamais le deuxième, des gens qu'on va acheter comme un vieux Kleenex. Alors on pouvait à l'époque d'Eddie Barclay faire plein de 45 tours avec plein de groupes, etc. Ça marche, mais faire un film, ça coûte beaucoup d'argent. Donc le système est un petit peu bizarre. Scénariste ou pas, Patrice Lecomte, vous avez toujours porté une grande attention dans tous vos films au dialogue. C'est un art, vraiment un art du dialogue, dont j'aimerais que vous nous disiez un mot juste après ça. Tiens, on a des trucs à te dire. Ah oui? Quel genre de truc? Un peu un assortiment. Tais-toi, merde. On a les clés du loft. Bonjour, je suis Monsieur Morin. Oui, c'est à quel sujet? Au sujet, monsieur, vous êtes chez moi. Oui, je comprends, mais je vous prie de nous excuser. Nous avons un peu de retard. Ma femme a été malade, mais nos valises sont prêtes et on va s'en aller tout de suite. Certainement, ma femme aussi a été malade dans la voiture. C'est sans tort, monsieur. Vous avez dépassé 12 heures. J'aurais très bien pu arriver ici à 0h10. J'aurais pu être là à 0h01 si on avait vu. Oh, il me fout des grelots, il était fou, il est devenu dangereux. Pareil que je fais du bruit. Ha ha! Culot! Vous voulez que je vous dise? C'est le voisinage qui a détruit le civisme. Les gens sont devenus ma boule. Risto, merde!
T'es pénible, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, Michel, j'allais quand même pas l'écraser. Mais écraser qui? Quoi? Bah le chien! Mais quel chien? Un énorme chien rouge! Je l'ai jamais vu, il est comme ça. Il vient juste de traverser la roue droite du capot. J'ai cru que j'allais me le payer. Et où il est, ce chien? Vous avez raison, les gens ne m'aiment pas. Mais il est vrai que je n'aime pas les gens non plus. Je ne trouve pas que ce soit une raison suffisante. Tout a commencé sur la plage de Luc-sur-Mer. Ma mère nous avait tricoté à mon frère aîné et à moi des slips en laine. Sur chaque côté, 2 pompons décoratifs figuraient des cerises. Ce n'est pas tant le ridicule de cet ornement fruitier qui me naverait que le fait que ces slips ne séchaient jamais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez-moi, je suis touchée. Bah évidemment, vous êtes trop tendu. Ça va pas aller, je peux pas. Pourquoi? Vous avez d'autres projets? Un autre pont, un tube de Gardénal, un revolver? Non, mais votre truc là, je le sens pas, j'ai pas de disposition. Faites-moi confiance. S'il vous plaît. Avec votre physique et mon métier, on va tous les niquer. Vous voulez parier? Avec le temps, on attache plus d'importance au temps qu'il fait qu'au temps qui passe. Pas vous? Non. Ah bon? Encore une certitude qui fout le camp. Bah tant mieux. Patrice Lecomte en 8 films et autant de beaux dialogues, de belles saillies, de belles réparties. Voilà pour ce moment signé Thomas Beau qui nous fait revenir à travers vos bronzés, Tandem, Le mari de la coiffeuse, Les Grands-Ducs, La fille sur le pont, L'homme du train et bien d'autres. Patrice Lecomte, est-ce que vous êtes un cinéaste littéraire? Est-ce qu'il faut aimer les mots pour parvenir à faire des bons dialogues? Et c'est quoi d'ailleurs un bon dialogue? C'est mieux d'aimer les mots, en effet, bien sûr. C'est très agréable de faire parler les gens, les personnages. Le seul truc un tout petit peu compliqué, c'est dans la vie, les gens ne parlent pas tous de la même manière. Et quand il y a un dialoguiste qui prend en charge les dialogues de tout un film, il a tendance, s'il ne fait pas gaffe, à faire parler tout le monde pareil. Et c'était un peu le cas d'Audiard. Les dialogues d'Audiard étaient brillants, mais tout le monde parlait comme Audiard. Et j'essaye je ne dis pas que j'y arrive, mais j'essaye de faire en sorte que tous les personnages de mes films ne parlent pas tous pareil. Vous avez parlé trop peu de temps, une petite demi-heure, mais on se retrouvera bientôt, Patrice Lecomte. Oui, c'est trop court. Mais que j'ai quand même 3 rendez-vous indiqués pour ceux qui nous écoutent. Alors, Maigret, avec Gérard Depardieu, avec André Wilms, qu'on embrasse, et tant d'autres. C'est à voir au cinéma à partir de mercredi. Allez-y. Une bande dessinée, parce que le temps de la réalisation aussi de cette bande dessinée parue à l'automne dernier chez Air Libre, intitulée Lecomte fait son cinéma, vous avez accepté d'être flanqué de 2 asticots plutôt sympathiques tels que vous les décrivez, Joub et Nico. Vous revenez sur les aventures et les mésaventures de votre vie. Aventures, Les Bronzés, Mésaventures, ces films qui n'ont pas abouti, dont le dernier film avec Alain Delon, et on vous voit donc en bande dessinée sur le tournage de Maigret, et un roman, parce que vous écrivez aussi des romans, ainsi de Monsieur Bouboule, paru chez Artaud à l'automne dernier, où vous vous glissez dans la peau d'un gros. Je laisse les auditeurs découvrir cette histoire très humour noir. Merci beaucoup à vous, Patrice Lecomte.